Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, en voyage quelque part sur la côte atlantique de la France. Je suis ici, on va dire, entre Nantes et La Rochelle pour 48 heures. Il m'arrive de faire du consulting, en fait depuis le début, même depuis avant que j'écrive Survivre à l'effondrement économique, qui est mon grand best-seller encore aujourd'hui, traduit en 14 langues, donc voilà. Et ces derniers temps, en fait, j'ai fait très peu de conseils parce que, vous le savez, je suis payé, j'ai décidé il y a longtemps de fixer mon prix à la journée sur l'once d'or, puisque je dis, bah voilà, bah, plus on va aller vers l'effondrement, plus l'or, relativement aux autres monnaies, va monter, de manière à mettre une partie de mes revenus liés à ce que j'explique, à ce que je prédis, même si ce n'est pas des prédictions, ce sont des estimations de tendance. Mais surtout dans mon travail de conseil, on va parler aujourd'hui, on va pas parler de ça, en fait, on va parler des nouvelles, des élections en Allemagne, des élections en Roumanie qui n'arrivent toujours pas, de la guerre en Ukraine, on va parler d'un peu des actualités, car il y a des semaines, il y a des années qui semblent s'écouler comme des semaines, et il y a des semaines qui s'écoulent comme des années. C'est depuis le début, depuis quelques mois, c'est vraiment l'histoire s'accélère. Et donc, évidemment, comme je facture ma journée une once d'or, eh bien, vu que l'or a beaucoup augmenté, malgré le risque qui augmente, eh bien, j'en fais de moins en moins. Euh, et là, ça reprend un petit peu. J'ai eu quelques demandes, donc c'est bien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site et vous m'envoyez un petit message. Alors, juste pour vous dire en quoi consiste souvent le conseil. Souvent, ce sont des gens qui ont déjà pris une décision quant à leur stratégie de survie. Quel pays choisir, quelle maison acheter plutôt qu'une autre. Et ils ont un petit moment d'hésitation et ils demandent à moi, à votre serviteur, quelqu'un qui a des centaines de journées, qui a passé des centaines de journées, certainement des années à réfléchir dans son coin sur les critères qui sont importants. D'ailleurs, j'ai condensé comment choisir un pays dans lequel s'expatrier, par exemple, dans une des formations que j'ai sur mon site. Allez les voir, elles sont vraiment bien. Maintenant, lorsque ces gens qui ont déjà en réalité choisi leur stratégie me demandent de venir la confirmer, eh bien, j'aime bien creuser un peu. J'aime bien poser des questions sur leur capacité réelle à assumer finalement leur choix. Vous savez, changer de pays, même déménager, c'est pas simple. C'est pas simple dans la vie de tous les jours, et c'est pas simple lorsque vous avez une stratégie pour survivre à des temps difficiles, à des effondrements, à des systèmes économiques qui s'affaissent, qui s'effondrent, peut-être à des guerres ou peut-être à de la violence. Et puis vient tout le problème de l'autonomie, de l'autosuffisance. Alors, je ne suis pas un expert dans tout, ni dans la défense, ni dans l'autonomie en soi. Simplement, j'ai une bonne vision d'ensemble, j'ai une bonne vision synthétique, et bien sûr, j'ai mon petit carnet d'adresses d'artisans, de spécialistes qui peuvent venir derrière, que sais-je, poser des pompes à chaleur et des panneaux solaires. Alors je sais, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, on les trouve. Mais souvent, ce sont des gens qui, notamment dans la défense, ont peut-être voilà, un petit parcours un peu spécial, ou même ceux qui posent des panneaux solaires qui sont plus orientés autonomie que simplement toucher des subventions et pour poser 3-4 panneaux solaires. Ce qui est bien aussi, hein. Mais enfin voilà. Et donc je me balade à travers la France et ça me permet aussi, ces quelques jours, et donc ça me permet aussi de dire, c'était la deuxième petite chose que je voulais dire avant de démarrer. Donc la première chose, c'est que si ça vous intéresse, on peut éventuellement même faire ça par Zoom ou par Skype, etc., en version plus courte, pour valider un petit peu vos décisions, mais souvent en discutant, justement, j'ai oublié de dire ça, souvent en discutant avec mes clients, je découvre les erreurs, les erreurs béantes parfois, les choses qui sont pour moi évidentes, parce que c'est mon boulot, mais peut-être les choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Et c'est souvent dans les rapports humains, c'est dans les rapports familiaux, dans les rapports entre fratries, dans les rapports couples, dans les rapports avec les enfants quand ils sont grands, on va dire. Et là, il y a des écueils majeurs dont il faut parler, qu'il faut mettre à jour. Et puis, bien sûr, il y a la revue générale de où ils en sont et de faire le point. Voilà, il y a encore des points qui sont très bien, mais il y a des points qui nécessitent une amélioration et un effort, disons. Et deuxième point que je voulais vous dire, c'est que traverser la France, alors certes c'était en avion, mais enfin,
Même en cette période, nous sommes fin février 2025, euh, et je leur en ai parlé hier quand j'ai débarqué hier soir. La France reste un pays magnifique. Vous avez, je m'adresse aux Français évidemment, vous avez encore un pays qui a des ressources, qui a une accumulation de richesses de plus de 1500 ans de travail acharné. Vous me connaissez, et surtout si vous me suivez sur Patreon, vous savez à quel point on discute de pays, de euh, différents problèmes qui s'accumulent et qui s'accélèrent en ce moment, un peu comme une avalanche, qui en ce moment s'accélère et qui arrive vers des résultats qui ne seront pas très bons, hein. C'est pas une avalanche de miel et de douceur, ça va être dur. Et c'est déjà dur pour beaucoup de gens. Eh bien, cette France, ce pays, reste un pays magnifique, avec des gens dans l'ensemble quand même adorables. Alors je sais, on a plutôt tendance à voir ceux qui nous cassent les couilles, ceux qui ont un mauvais caractère, ou même chez les gens en général, de voir leur côté négatif et s'en plaindre. Mais il faut quand même réaliser que déjà en Europe, on est des gens sympas, on est des gens tolérants, on est des gens avec nos travers, hein, on a nos problèmes, mais on a quand même ce travail qui transforme notre environnement, la nature, en quelque chose de magnifique. Et la France est un jardin magnifique, comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme l'Italie d'une autre manière. Mais la France est fantastique avec sa diversité entre les Alpes, où j'étais encore quelques jours, et aujourd'hui l'Atlantique, et le reste, le Sud. Il y a vraiment un pays incroyable, et il n'est pas incroyable juste par sa géographie, c'est parce qu'il y a eu le travail sur pratiquement 2 millénaires, et même plus si on compte les Celtes, de transformation, de casser ce diamant brut en un joyau incroyable. Et, et c'est à la fois bien de le redire, parce que parfois il y a cette tendance à la négativité, et à ne voir que l'aspect négatif des choses. Donc, voilà, je me répète, mais il faut voir aussi la beauté. Et ce qui est terrible, c'est que cette beauté, ce travail et cette richesse incroyable que vous, amis français, par votre travail et celui de tous vos ancêtres, vous avez construit, eh bien, il est jeté aux chiens, aux porcs, aux pourceaux depuis une cinquantaine d'années, évidemment. Je ne parle pas de l'immigration, en l'occurrence, quand j'utilise ces mots, mais à la classe politique. La classe politique qui a détruit votre pays euh, et et qui est sur le point de le piller. Et c'est le thème dont je vais vous parler sur l'Allemagne. Parce que voilà, je voudrais parler dans cette vidéo un petit peu des résultats des élections allemandes. Alors, je ne les ai pas en tête, hein, parce qu'en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que quand vous avez compris un modèle économique, politique, social, bon, des événements comme des élections confirment la tendance que vous aviez en tête. Et ceux qui sont sur Patreon aujourd'hui, en plus de tout ce que vous avez, les conseils, les revues de matériel, d'actualité, etc., vous savez qu'on a déjà parlé d'Allemagne. Et d'ailleurs, ce mois qui vient, là, mars 2025, j'ai enregistré, je la mets en ligne là, ces prochains jours. J'ai déjà enregistré 2 heures de vidéo sur Dresde. J'étais à Dresde en février pour la commémoration du 80e terrible bombardement de cette ville. C'est une très jolie ville, avec ses plus de 100 000 morts. Eh bien, à la clé. Et donc, j'ai fait un petit topo sur l'Allemagne déjà ante-élection. Et maintenant, elles ont lieu, et donc, vous pouvez retrouver tous ces documents, tout ça. Je mettrai une petite intro en live ici, sur YouTube, sur Dresde, mais l'essentiel de l'analyse et surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre de la guerre et des bombardements et comment on s'en sort si ça devait arriver. Eh bien, vous le trouverez sur Patreon pendant ce mois de mars, en plus de plein d'autres interviews. Je crois que déjà février a été assez exceptionnel avec Michel Drac, avec le Raptor et plein d'autres. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, l'Allemagne, Deutschland, Deutschland, Deutschland unter alles en ce moment. Donc, l'Allemagne en dessous des autres, en dessous de tous. Alors, les résultats étaient attendus, c'est-à-dire une forte montée de ce parti que les médias appellent d'extrême droite. Donc, puisque les médias l'appellent d'extrême droite, ça veut dire qu'il n'est pas d'extrême droite. En réalité, le centre droit, c'est rare. Par exemple, en France, vous n'avez pas de parti d'extrême droite. Le plus à droite de tous, c'est du centre gauche. Mais là, il y a un côté droit, c'est-à-dire que la patronne de ce parti,
qui est pourtant qui est une femme qui m'a l'air tout à fait intelligente, avec le peu d'allemand que je comprends lorsque je l'ai écoutée à la télévision, elle m'a l'air tout à fait raisonnable et avoir une tendance plutôt libérale, libérale au sens économique. Et donc, pas du tout d'extrême droite. Enfin bon, eh bien, on savait qu'ils allaient continuer leur progression, et cette progression est très forte, et on le voit sur une carte des résultats, évidemment, surtout en ex-RDA, en ex-Allemagne de l'Est. Et Emmanuel Todd pourrait nous faire une analyse anthropologique sur le pourquoi la structure familiale et donc la structure cérébrale des Allemands habitant dans les Länder de l'Est ont plutôt cette tendance à, et à mon avis, la réponse est parce qu'ils ont encore du bon sens qu'ils ont perdu pendant moins longtemps que l'Occident à l'Ouest, c'est-à-dire qu'eux, ils ont eu le terrible communisme, qui est pas bon, hein, qui est mauvais, mais qui a figé le bon sens traditionnel que l'on connaissait tous avant les années 50, 60, 70, avant que les boomers viennent saloper le monde en Occident. Eh bien, ce bon sens, il a été figé, il est resté parce qu'il fallait se débrouiller, c'était pas facile. Alors l'Allemagne de l'Est était particulièrement riche dans le monde soviétique, dans le monde communiste. Dans le monde, eux, ils appelaient ça socialisme, évidemment. Ils ne se considéraient pas communistes, ils se considéraient socialistes. Mais enfin, euh, ils sont quand même arrivés à la faillite. C'est évident. Comme tous les systèmes socialistes, ils vont à la faillite. Mais l'Allemagne est restée avec une forme de bon sens, de cohésion mentale qui n'est pas folle comme l'Occident. Et l'Occident, pour plein de raisons qu'on a déjà expliquées ailleurs, c'est pas la peine de faire une autre tangente ici, mais l'Occident est devenu fou, et fou d'un point de vue avec des résultats anthropologiques qui se voient, qui sont terribles. Et bien sûr, on a parfois des retours, comme le phénomène Trump aux États-Unis, et ce qui va avec les MAGA, etc. Mais en Europe, ça se présente différemment. Et donc, la partie orientale de l'Allemagne vote pour ce parti AfD, alors que pour l'essentiel, l'Ouest tend à toujours préférer leur maître habituel, c'est-à-dire les partis de centre-gauche, comme ceux qui ont gagné la coalition CDU et l'autre parti SF. Moi, je m'en fous. De toute façon, peu importe, c'est les mêmes, c'est tous les mêmes. Avec une grosse perte de ces idiots du SPD. Donc, c'était ceux qui étaient au pouvoir jusqu'avant. Pouvoir de coalition, hein, pouvoir fragile, fragile au pluriel. Et puis, on a pu voir donc une baisse du parti social-démocrate, et puis une baisse un petit peu plus faible, mais une baisse quand même des Verts. J'étais étonné de voir le parti de Sarah Wagenknecht, qui est une extrême gauche, mais une extrême gauche du travail, qui n'est pas une extrême gauche sociétale où il faut se changer de sexe et mettre des cheveux mauves. Non, c'est une gauche voilà, qui remonte à, si on veut aller très loin, à Rosa Luxembourg, mais qui remonte au travail, à la gauche ouvrière, très forte en Allemagne. Rappelez-vous, Lénine pensait que la révolution bolchevique allait arriver en Allemagne, tout comme Marx voyait dans les pays industrialisés, l'Angleterre, l'Allemagne, les prolétaires et les ouvriers capables de voter dans la vraie gauche, enfin, c'est-à-dire le vrai prolétariat, le vrai travailleur, qui existe toujours en Allemagne. Il y a encore une forte industrie, et c'est ça qui est le thème aujourd'hui, c'est que le plan Morgenthau, la désindustrialisation d'Allemagne, avance à grands pas. Et ça, c'est la réaction enfin, c'est ce qu'ont compris les électeurs de l'AfD, qui ont compris que ce n'est pas que le bon sens. On va arrêter avec les cheveux mauves, on va arrêter avec l'écologie débile, on va arrêter. Parce que moi, je suis très écolo. J'adore, et je viens de ce monde-là, politiquement. Même si aujourd'hui, je fais plus de politique, et je tiens à dire, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, mais je ne suis pas de droite. Moi, je suis libertarien, c'est-à-dire que je veux le moins d'État possible, le moins de casse-couillage et surtout de coûts. Parce que quand tu as un État, il va finir par grandir, et il va finir par piller tout ce qu'il peut piller et mettre à genoux et en faillite le pays. Toujours, 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 toujours. Alors quand c'est des empires, il y a un petit moment où ça fait plaisir parce que tu dis, ah, je suis plus fort que les autres. C'est arrivé à tous les empires. Mais après, ça s'effondre par son poids économique, son coût. Et si c'est pas un empire, eh ben c'est la dèche depuis le début. C'est la fin de l'Angleterre aujourd'hui, c'est la fin de la France où tout part en pillage, et ça va finir en catastrophe
comme c'est déjà le cas en fait. Mais ça va augmenter. Vous n'en êtes qu'au début de l'effondrement, vous n'en êtes qu'au début. Sauf que l'avalanche accélère. Bref, l'Allemagne reste un grand pays industriel et donc si une partie des électeurs ont compris que voter pour un parti qui certes est un petit peu plus conservateur au niveau des mœurs, mais c'est pas tellement leur cheval de bataille. Quand vous écoutez ce que dit le AfD par exemple, ce n'est pas une question de cheveux gauche. D'ailleurs, je crois que la présidente de leur parti est elle-même en couple marié, pacsé avec une autre femme. Donc voilà, on ne peut pas dire que ce sont des conservateurs, genre conservateurs chrétiens, comme aux États-Unis, qui veulent le retour, pas des heures des plus sombres, mais ils veulent le retour à une forme d'ordre moral. Là, il n'y a pas d'ordre moral. La moralité, elle est personnelle, elle est individuelle. Il y a éventuellement les lois. Mais ils ne... Alors certes, je pense qu'ils ne sont pas pour qu'on commence à venir faire de la propagande LGBT dans les écoles. Mais leur cheval de bataille, c'est l'industrialisation ou le fait de maintenir l'industrie et les économies allemandes à flot, et pour ce faire, un rapprochement de la Russie, dont la séparation s'est faite très vite par toutes ces politiques qu'on a déjà discutées sur Patreon, sur les dérives post-chute de l'Union soviétique des politiques de Brzezinski, aux États-Unis et de la doctrine Carter qui s'est développée, qui s'est transformée pour devenir une volonté de maîtriser les ressources énergétiques. Pourquoi? Parce qu'on retombe toujours sur la base, ce sont les ressources énergétiques qui déterminent si tu es capable d'avoir une économie, d'abord tout court, et ensuite performante et compétitive. Et lorsque le prix du gaz double, lorsque le prix de l'électricité, c'est le cas en Allemagne cette année, enfin dans les 12 derniers mois, double, avec en plus des problèmes techniques considérables du fait des politiques écolos qui ont cassé l'énergie nucléaire et qui poussent pour du renouvelable dans un pays qui ne peut pas en faire beaucoup. Certes, il y a des éoliennes, mais à un prix monstrueux, et puis il y a une efficience énergétique de merde. Quant aux panneaux solaires en Allemagne, quand vous voyagez en Allemagne, vous voyez, de temps en temps, il y a du soleil, mais c'est pas beaucoup, et c'est sombre, et ça reste quand même... voilà, c'est pas Naples, c'est pas la Sicile. Ok, et donc vous avez aujourd'hui un prix non seulement qui augmente, mais avec des pannes. Un ingénieur m'expliquait que là où il y a une vingtaine d'années, ils avaient 3 risques de panne par année dans le réseau, sur le réseau électrique allemand. Aujourd'hui, ils en sont à, je crois, 14 000 par jour. Alors c'est des micro-pannes, c'est des micro-risques, mais qui s'accumulent, et donc tu as besoin de plus en plus d'équipes à travers le pays qui sont capables de gérer, de faire des micro-délestages pour éviter que leur réseau, qui n'est pas conçu pour ce qu'il fait aujourd'hui, ne casse, et donc qui arrête l'électricité pour tout le monde, avec des catastrophes sociales que l'on connaît. On sait que chaque fois qu'un réseau électrique tombe, c'est des emplois qui se perdent, c'est des accidents, c'est voilà, toutes sortes de conséquences. Pourquoi? Parce que sans électricité nucléaire, sans gaz pour pallier les moments de pic, vous savez, les centrales électriques à gaz, elles sont capables de faire tourner leurs turbines, cramer du gaz. Le charbon permet de faire la même chose. Et ça, c'est ce que ne fait pas l'énergie nucléaire. Donc non seulement ils ont réduit leur base de production électrique nucléaire, mais en plus, ils sont mis de l'éolien et du solaire qui est intermittent, parce que ça ne marche pas toujours, hein, le vent, le soleil n'est pas toujours là au moment où on en a besoin, surtout de nuit, mais on a, pour le solaire, et donc on a de plus en plus une nécessité d'importer de l'électricité. Or, le réseau électrique allemand n'est pas fait fondamentalement pour importer de l'électricité, donc ils ont dû faire des nouveaux pylônes, des nouveaux machins, reconfigurer le tout, sauf que ça amène énormément de problèmes, d'abord physiques, d'infrastructure, mais aussi des problèmes de négociation avec les pays voisins et in fine de prix pour eux, l'électricité a doublé, mais aussi pour les pays voisins. Lorsqu'ils importent de l'électricité éolienne des Pays-Bas ou du Danemark, ça renchérit l'électricité aux Pays-Bas et au Danemark. De même pour l'hydroélectricité suisse, de même pour l'électricité nucléaire polonaise, et ainsi de suite. Donc en fait, on a un pays au centre de l'Europe qui est en train de déstabiliser son réseau électrique. Donc on parlait, le gaz russe ne vient plus. Politiquement, ils ont montré que même quand leur maître américain, en fait, leur tire leur détruit leur pipeline, bah, ils baissent la tête. Et ça me fait penser à ce vieux sketch de Herbert où, en gros,
Ne me regarde pas ne me regarde pas avec ce regard, baisse la tête. Regarde-moi quand je te parle. Enfin, vraiment, tu vois, tu sais plus où t'en es quand t'es à ce point-là soumis. Et là-dessus, résultat, on a une économie allemande qui va vraiment très mal, qui exporte de plus en plus ses usines, beaucoup vers les États-Unis. Mais en Suisse aussi, je découvre qu'en Suisse, on a des entreprises allemandes qui arrivent massivement en Suisse. Alors, c'est plutôt des PME, mais tout de même. Donc, ils viennent avec leurs armes et bagages, si je puis dire, avec leurs machines, avec leur par camion et quelques employés. Et, et voilà, et ils se mettent au nord, vers Schaffhouse, Bâle, Zurich, euh, Saint-Gall, etc. Et voilà, ils s'installent et ils produisent. Parce qu'en Suisse, il y a encore de l'électricité relativement bon marché, elle s'est renchérie beaucoup, de beaucoup, mais on a encore un petit peu de gaz qui vient du sud, qui vient de l'Italie, enfin via l'Italie, parce qu'on a des accords avec l'Algérie, on a des accords avec la Libye, on a des accords avec les pays du sud. Voilà. Et l'Allemagne moins. Et donc, cette désindustrialisation d'Allemagne avance trop vite, et c'est les gens qui comprennent cela, qui sont encore dans une mentalité de producteurs, de prolétaires, donc de la gauche traditionnelle, qui ont voté AfD. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que on a un électorat anciennement ou présentement ouvrier qui a tendance à voter pour un parti libéral, alors que les partis verts, qui sont des bobos urbains, profs d'école, gauchistes, quoi, les anciens socialistes votent vert, et les SPD, pardon, donc le Parti socialiste, SPD, et le CDU et l'autre, dont le nom m'échappe décidément ce matin, ça va, et ces partis représentent les classes bourgeoises libérales, qui, eux, votent pour la continuation du pillage de leur propre pays, sous forme de bien-pensance gauchiste, immigrationniste, tout ce que vous voulez, mais qui pille le pays sous forme de services, sous forme de corruption, sous forme d'ONG, sous forme de services dans lesquels ils participent, puisque ce sont des classes libérales. Alors, évidemment, ça c'est peut-être les marges, enfin, ou des grosses marges des votants vers ces partis, entre guillemets, traditionnels en Allemagne. La majeure partie des gens, ils votent comme la télé leur dit, parce que leur cerveau a été lavé, relavé, essoré, séché, relavé pendant un siècle, enfin pas loin d'un siècle de télévision, en tout cas 70 ans. Et donc, ils ont perdu le bon sens, ils ont perdu la chose, et c'est un thème qui m'est cher, puisque mes derniers livres sont sur la gestion de la peur. Ce sont des populations qui ont peur de perdre leur retraite, qui ont peur donc pour vous que rien ne bouge, que rien ne change. Et pour ça, ils continuent à voter pour des partis qui sont en fait, d'un point de vue tactique, des escrocs, qui les volent, qui les pillent, d'un point de vue stratégique, qui désindustrialisent ou qui laissent désindustrialiser par volonté idéologique ou par inertie, je veux dire, tant qu'ils sont là à piller, qu'ils s'en mettent plein les fouilles, si derrière on détruit le pays, bah, ils partiront quelque part après. Et puis, s'ils ont même conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils permettent. Et derrière, un pays qui reste sous la domination des États-Unis. C'est un pays qui reste sous occupation militaire, qui reste sous occupation politique des États-Unis. Et là, ça devient intéressant, et c'est ce qu'on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo, puisqu'elle va toucher également la France. Alors, je ne la mettrai pas immédiatement aujourd'hui, mais abonnez-vous sur Patreon et vous aurez la suite. C'est-à-dire que la manière dont les États-Unis dominent, dirigent l'Europe, ce n'est pas d'une manière directe. Il n'y a pas et ça va valoir pour la France aussi, pour l'Angleterre aussi. Il n'y a pas un gauleiter, il n'y a pas un gouverneur, il n'y a pas voilà, un préfet qui est quelque part à Bruxelles et qui dit, bon, bah maintenant, nous avons décidé que vous allez faire ceci. Couper le gaz désindustrialisé, faire la guerre à la Russie via l'Ukraine, etc. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil. Il y a des agents d'influence qui sont là depuis la création de l'Union européenne, d'ailleurs, qui sont bien sûr à Bruxelles, Strasbourg et ailleurs. Il y a des lobbyistes qui sont coordonnés avec les lobbyistes de plein d'industries, finances, et même des pays étrangers, tout ce que vous voulez, qui sont coordonnés avec les lobbyistes qui sont à Washington, à New York et ailleurs. Mais il y a aussi, justement, lorsqu'il y a des changements politiques, comme en ce moment, bah, évidemment, les démocrates qui sont aux États-Unis, qui étaient exactement dans cette même structure de pillage, de déconstruction économique de l'Europe, eh bien, aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. D'ailleurs, on a vu à quel point ils sont en train de se faire auditer la gueule aux États-Unis. Euh,
il faut un moment pour que la nouvelle administration Trump, en l'occurrence, moi je dirais Trump-Vance, parce que vraiment le vice-président, et d'ailleurs il a fait savoir un petit peu quelle était sa mouvance lorsqu'il est venu parler en Europe le mois dernier, et tenser un petit peu tout le monde et choquer tout le monde, donc c'est très bien. Cette nouvelle administration n'a pas encore eu le temps de prendre ses marques dans tous les relais d'influence, qui eux continuent, parce que c'est leur intérêt à eux de modifier les politiques, enfin de continuer les politiques, en l'occurrence européennes, destructrices pour l'Europe et les Européens. Moi, je suis européen, ça ne me réjouit pas du tout de voir n'importe quel pays européen aller mal. Et, euh, et donc, nous allons en parler un petit peu de comment ça va se passer, comment finalement les États-Unis vont donner les ordres. Tôt ou tard, ils vont remettre très très vite. On a vu que tout le monde s'est rué à Washington, le Starmer en Angleterre, le Scholz avant qu'il dégage. Ils ont même fait attendre le président polonais pendant 1 heure et demie avant de pouvoir le recevoir 10 minutes. Macron, évidemment, il a été reçu, il a reçu ses ordres et ils l'ont jeté. Et le temps que ça prenne, le temps qu'ils pigent que, ah mais merde, maintenant on a un nouveau chef, ils pensent pas pareil que les anciens, ça va prendre un certain temps. Ce qui est pas bon, parce que nous continuons de les introduire. Alors attention, l'intérêt des États-Unis n'est pas l'intérêt de l'Europe. L'intérêt des États-Unis, c'est l'intérêt des États-Unis. Et on ne décortique, on l'a déjà fait, entre intérêt des classes dirigeantes, intérêt de l'État profond, intérêt des oligarques et intérêt du peuple, qui n'a rien à voir, évidemment. L'intérêt du peuple, on s'assoit généralement dessus. Et je vous l'ai déjà dit, on en parlera encore plein de fois, c'est pas parce que Trump dit des choses intéressantes qu'il va les faire, et que derrière, il y a vraiment la volonté de les faire. Et que c'est bon pour l'Europe. C'est beaucoup d'étapes de raisonnement et d'action qui ne sont pas les mêmes. Et surtout, ce qui est intéressant de discuter, c'est qu'est-ce que ça a comme impact pour nous. Parce que moi, j'aime bien avec vous, et je sais que j'ai fait un sondage sur Patreon, vous m'avez dit qu'est-ce que vous voulez le plus de moi, et vous avez été plus de 1000 à répondre. Vous voulez des analyses, en priorité, des analyses géopolitiques de où est-ce qu'on s'en va et de nous donner des alertes. Bon, ce que je fais. Mais vous voulez aussi des techniques et des tactiques. Ce que je fais notamment par mes formations, mais je vous donne beaucoup d'informations euh, en vidéo, en articles que j'écris ou d'extraits de livres sur Patreon. Et ça, vous rejoignez-nous. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien à Patreon. Je n'aurai pas forcément aujourd'hui la suite de cette vidéo directement, parce que l'heure avance, et là, il faut que j'aille voir mon client. Mais certainement, l'impact sur la France, l'Angleterre, l'Allemagne de cette nouvelle administration de Trump va changer. La manière dont on agit, dans la manière dont on vit, et donc la manière dont on se prépare. Parce que nous ne nous préparons pas à un événement particulier, quand vous êtes dans la survie, tout ça, dans le survivalisme et tout. Vous essayez de vous mettre le plus en adéquation possible, d'abord, par le bas, votre anthropologie profonde, vous avez de boire, vous avez envie de manger, vous avez besoin de vous défendre, vous, votre famille, vous avez besoin de rapports humains forts avec les gens autour de vous, pour créer de la masse, pour créer de l'économie, mais pour créer aussi de la défense, etc., etc. Et en haut, vous adaptez cette préparation à ce qui se passe. Donc vous pivotez votre stratégie, tout d'un coup, dire, oh là là, en ce moment, et ça me permet de conclure sur ce point, il y a 6 mois, je vous ai donné une alerte en disant, attention, nous rentrons à nouveau dans une période de guerre nucléaire où le risque de guerre nucléaire est très élevé. Donc, à peu près octobre l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Le risque est à nouveau très élevé. Et donc, quand tu te prépares, tout d'un coup, tu dis, ah, là, c'est parce que c'est le risque ultime. Je veux dire, après, au-dessus de la guerre nucléaire, tu as quoi? Tu as l'impact de météores géants. Enfin, bon, c'est des trucs vraiment violents, quoi. Tu peux survivre à la guerre nucléaire. Ceux qui ont fait l'effort sont allés sur mon site et vous avez téléchargé le PDF gratuit qui vous explique comment survivre à la guerre nucléaire. Mais enfin, il y a d'autres aussi actions dont on discute dans nos dialogues sur Patreon. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas que le matériel, c'est aussi les liens, les rapports, etc. Parce que on ne va pas tous mourir dans une guerre nucléaire. Mais enfin, c'est quand même violent. Bref, où est-ce que j'en étais? Cette alerte que je vous ai donnée il y a 6 mois, eh bien aujourd'hui,
elle n'est plus aussi intense, elle n'est plus aussi forte. Et donc je dois vous le dire, et je vous le dis aujourd'hui, ne soyez plus en grosse alerte guerre nucléaire. C'est pas impossible, hein. On en discutait hier avec notre ami Savage Beast. Il est tout à fait possible que les négociations de paix capotent et que ça monte dans les tours et qu'à ce moment-là, vous savez, là, le début et les fins des guerres, c'est des moments à risque. Au début, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont faire, parce que les protagonistes vont faire. S'ils démarrent une guerre doucement, ça a été le cas c'est toutes les guerres récentes. Mais ça peut commencer avec une sorte de Pearl Harbor. Et un Pearl Harbor nucléaire, c'est possible. Donc chaque fois qu'il y a une guerre qui démarre, chaque fois qu'il y a un changement important dans les stratégies, etc., il y a eu un petit moment de flottement. En avril-mai 2022, il y a eu un petit moment où on s'est dit, oulala. Et l'alerte précédente, c'était la reprise du contrôle de la Crimée par la Russie en 2014, où là, tout d'un coup, on ne sait pas si les réactions vont être le tir des missiles. Tu vois. Aujourd'hui, on est vers la fin de la guerre en Ukraine. On va négocier. Quelque chose va être négocié. On en parlera dans la deuxième vidéo. Mais quoi exactement, c'est pas clair. Parce qu'on n'est pas dans la tête de M. Poutine et on n'a pas dans la tête de Trump. C'est plus facile de rentrer dans la tête de Trump pour comprendre comment il réfléchit et ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est du pognon, en l'occurrence. Il s'en fout de l'Ukraine, il s'en fout même de la géopolitique par rapport à la Russie. Il sait très très bien que ça n'a... Voilà, il n'est pas dans la logique de la doctrine Brzezinski. En revanche, si on lui file des contrats sur les terres rares, elles ne sont pas très grandes en Ukraine, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, il y a toujours 500 milliards à prendre par-ci par-là. Et s'il peut obtenir 500 milliards de terres rares pour moins de 100 milliards, ce qui a l'air d'être le cas, eh ben, il a fait du bénéfice pour son pays. C'est un businessman. On ne sait pas ce qui est dans la tête de Vladimir Poutine. Et dans des négociations, on ne sait pas ce que veut la Russie. Est-ce qu'elle veut toute l'Ukraine? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle veut la ligne du Dniepr jusqu'à Odessa? C'est possible. Mais elle ne l'a pas physiquement aujourd'hui. Donc c'est difficile Alors est-ce qu'elle va faire une dernière offensive ce printemps où elle va vraiment mettre les moyens pour atteindre cette ligne, surtout face à une Ukraine totalement exsangue? Je rappelle que le but de cette guerre, en tout cas sur les 2 dernières années, n'était pas de prendre du territoire, mais de grignoter et de user et de tuer avec un ratio de 10 à 1 les forces ukrainiennes, tant dans le matériel que humainement. C'est terrible, c'est un désastre cette guerre en Ukraine. C'est une défaite pour l'Europe, pas l'Europe politique, pour l'Europe humaine, gigantesque. Plus d'1 million, peut-être 1,5 million d'Ukrainiens morts, plus ceux qui sont estropiés. C'est triste, je veux dire, j'en ai les larmes à l'œil quand j'y pense. Ce sont nos cousins, nos frères européens qui ont été exterminés par les conneries des dirigeants, etc. Ils ne sont pas très ukrainiens d'ailleurs, mais enfin bon, voilà. Et donc, on a ces négociations dont on n'a aucune idée de quelles vont être les prétentions des uns, des autres. Ce qu'on sait seulement, c'est que les Européens n'auront rien à dire et qu'ils vont se la fermer et ils vont se la boucler très vite, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Et ce n'est pas 3 ou 4 Mirage 2000 qui ont 40 ans qui vont changer quoi que ce soit. Maintenant, l'alerte baisse donc. Parce que nous sommes dans une période où normalement, logiquement, personne ne veut renchérir pour repartir dans le risque de guerre nucléaire. On baisse la tension. Ça risque peut-être d'avoir des petits moments de tension dans la négociation et dans les actes militaires qui vont avoir lieu avant cette action-là, mais ça baisse un petit peu. Donc tant mieux. Les gens te disent, ah, tu nous avais mis en alerte, maintenant c'est pas arrivé. Je sens déjà les commentaires. Je dis, oui, mais tant mieux. Toi, tu veux te dire, ah, il avait raison, je vais mourir dans d'affreuses chaleur et lumière et les radiations d'une guerre nucléaire, parce que ouf, il m'avait dit de mettre en alerte, et donc ouf, je suis content, il y a une guerre nucléaire, il avait raison. Mais moi, je suis content de ne pas avoir raison. Vous ne vous rendez pas compte. Et je ne suis pas un prophète, je fais des prédictions sur des tendances. Et j'essaie de donner des probabilités. Quand c'est possible. Donc là, je vous dis, à mon avis, à 80%, il n'y aura pas de guerre nucléaire jusqu'à nouvel ordre. Et peut-être même à 90%. Donc tant mieux. Donc ça veut dire qu'on peut relaxer un petit peu. Donc profitons un peu de la vie. Ces effondrements qui s'accumulent et qui s'accélèrent, pour ceux qui sont déjà bien avancés dans leur préparation, je pense que c'est votre cas. En tout cas, si vous êtes sur Patreon, normalement, c'est votre cas. On lève un peu le pied. Peut-être qu'on se fait une vacance cet été, on prévoit de casser la crousie, on va sortir 500 balles, 1000 balles pour se faire une petite vacance supplémentaire. Quoique de nos jours, 1000 balles, ça te paye un repas en Suisse, quoi. Ça devient très difficile de vivre avec les prix qu'il y a aujourd'hui. Ou alors, tu profites de tes amis, tu profites de ta famille un peu mieux,
et tu relaxes un peu. Peut-être cette année, le potager, tu fais la moitié de ce que tu voulais faire, ou tu fais que des trucs pour apprendre. Tu fais pas de la productivité pour survivre. Tu vas tranquille. À vous de voir. On en discute justement. On en discute tout le temps hein, avec les vidéos de potager. On fait plein de. Bon. Bref, et donc je crains que, enfin tant mieux que je suis content au contraire que cette alerte baisse et nous allons pouvoir travailler un petit peu plus sereinement. Donc, on se retrouve sur Patreon pour ceux qui veulent bien euh, nous rejoindre. Petite info, je viens de découvrir et avec mon webmaster, on a préparé un petit truc. Il est possible de s'abonner sans prendre l'abonnement total, quoi. C'est 10 euros par mois pour ceux qui nous rejoignent. Mais vous avez aussi des collections de vidéos sur des thèmes particuliers que vous pouvez choper ponctuellement, qui sont moins chères. Allez voir, elles sont disponibles. Donc vous pouvez vous mettre, même en tant qu'observateur, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Patreon, regarder un petit peu le contenu, voir si vous voulez prendre un truc, une collection de vidéos ponctuelles, ou si vous voulez devenir abonné, et c'est mieux d'être abonné. Voilà, c'est tout. On va aller un peu plus loin. Oui, attends, c'est tout. Il y a quand même un truc que je voulais vous dire en plus de tout ça comme information. C'est que, donc en Allemagne, le résultat, bien qu'on va aller un peu plus loin dans l'analyse économique surtout, plus tard, le résultat de cette élection en Allemagne, c'est que rien ne change, puisque les coalitions des partis représentant le statu quo, qui est le pillage et la soumission, eh bien, vont continuer à le faire. Et pour continuer à le faire, il doit avoir une majorité au Parlement allemand. Et donc, ils vont faire une alliance. Et donc, vous allez avoir une alliance de tous les escrocs et de tous les abrutis pour éviter le changement, le bon sens et le redressement économique. Comme ça se fait depuis 50 ans en France, comme ça se fait en Angleterre. Sauf qu'en Angleterre, ils sont capables de changer de côté puis faire exactement la même chose. Travaillistes, conservateurs, c'est exactement les mêmes. Et c'était le cas aux États-Unis avant l'arrivée de Trump en 2016. C'était les néoconservateurs qui étaient au pouvoir et les mêmes grosses tendances politiques étaient à jour. Je ne vous ai pas parlé du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est beaucoup trop calme parce qu'en fait, il n'est pas calme du tout. Donc, on va en reparler dans la deuxième vidéo. Et simplement, voilà, les nouvelles coalitions allemandes vont faire en sorte que ça ne change pas. Et donc, quand rien ne change et que les gens veulent du changement, comme en France, comme en Angleterre, la tension monte, la température monte, la pression augmente. Jusqu'à où? En tout cas, pour l'instant, les gens n'ont pas encore explosé. Il n'y a pas encore eu de révolution. Il n'y a pas encore eu d'épidémie d'actes de forcenés. On verra. Mais en tout cas, c'est une situation dont les curseurs commencent à être vraiment au rouge et au rouge depuis longtemps. Donc, on a déjà remarqué, on en reparlera, l'infrastructure qui casse, les accidents, les burn-out des gens dans les entreprises et à titre personnel, les dépressions. Tout ça, ce sont des marqueurs que je suis, qui ne sont pas des marqueurs classiques, mais qui sont des marqueurs importants. Là-dessus, on peut rajouter l'insécurité, tout ça, bien sûr. Donc, on est dans une situation d'effondrement qui avance, qui augmente. Alors, je l'avoue, entre 5 et 10 ans en retard par rapport à ce que j'avais pensé, mais sur exactement les mêmes tendances. Donc, vous savez comment je conclue mes vidéos. On se retrouve sur Patreon, mais préparez-vous. Ciao.